Bonjour, bonjour à tous. Je vous propose qu'on reprenne avec une table ronde qu'on a intitulée « Comment les outils numériques réinventent-ils le lien entre soignants et soignés ?» C'est une question qu'on se pose ici dans le cadre de l'initiative À Totel Dieu pour laquelle je travaille ici à la PHP. On cherche à faire avancer des projets d'innovation autour d'outils, de solutions numériques principalement, des technologies qui sont pour la plupart d'entre elles aujourd'hui matures. On accompagne leur développement ici pour qu'elles soient le mieux adaptées possible aux besoins, aux contraintes de nos professionnels de santé ici et des patients, bien sûr. C'est des outils qui sont promesses d'amélioration de la qualité des soins, de gain de temps médical côté professionnel, comme on l'a vu ce matin et hier. Et puis, côté patient, aussi beaucoup de promesses pour ces outils. Et il y a une question fondamentale qu'on se pose ici à l'hôpital public et particulièrement à l'Hôtel Dieu, à Jean Verdier aussi. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour améliorer la relation entre les soignants, les soignés, notamment pour les patients les plus éloignés du soin aujourd'hui. Et donc, pour répondre, pour explorer cette question, on a réuni un panel de qualité, de grande qualité, avec à la fois des soignants, des industriels, des startups. Et donc, nous avons Dr Goupil de Jean Verdier, infectiologue, Hélène Viadget-Agoraels, Dr Lelon de l'Hôtel Dieu, Fatou Matali de la startup Ninti, Mohamed de CureCall et David de Amorim, coprésident du Club Santé Connecté, qui participe à l'organisation de l'événement et qui est également en poste au sein de CGDIM Santé. Alors, pour explorer un peu la thématique de notre table ronde, je propose qu'on commence à faire un peu un état des lieux de notre sujet. Quelle est la place de ces outils numériques? Quels sont leurs impacts aujourd'hui dans ce lien soignant-soigné? Et je vous propose, docteur Lelon, de nous expliquer un peu pour vous aujourd'hui, d'abord de vous présenter et de nous expliquer comment les outils numériques impactent la relation entre vous et vos patients. Merci beaucoup. Alors moi du coup je suis praticien hospitalier, je travaille à temps plein à l'Hôtel Dieu et je partage mon temps de soins entre la permanence d'accès aux soins, donc consultation en faveur des patients en grande précarité, essentiellement des primo-arrivants, donc vraiment des migrants qui arrivent majoritairement d'Afrique, d'Afghanistan, enfin voilà. Et puis une partie de mon temps clinique sur la consultation d'hypertension artérielle. Donc j'avais répondu à Nina quand elle avait proposé. C'était pour le fait que je travaillais à la consultation précarité qu'on avait été sollicité. Et en fait moi ce qui m'avait interpellée c'était le mot impact la relation patient, parce que depuis pas si longtemps que ça, 2017, on a le dossier médical informatisé à l'Hôtel Dieu. Donc on est passé du papier au dossier médical il n'y a pas si longtemps. Mais moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'était la différence de ce que j'écrivais dans un dossier papier et dans un dossier informatisé. Alors voilà, donc tout était. C'est vraiment pour ça que qu'au début j'avais répondu. Et du coup, il y a aussi cette question, quand je suis en face de mon patient avec un papier et un crayon, versus quand je suis en face de mon ordinateur. Après, on a développé beaucoup de choses, mais ce que j'ai pu remarquer, et c'est mon expérience, donc je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais c'est que dans un dossier papier, je mettais des choses qui étaient beaucoup plus sur mon ressenti par rapport au patient. Alors que dans un dossier informatisé, je suis beaucoup plus factuelle, et c'est de la médecine beaucoup plus codifiée, en fait. J'ai envie de dire plus anglo-saxonne, mais c'est très drôle parce que c'est pas comme ça qu'on a été formé en France. Donc voilà, j'ai dit déjà, il y a vraiment quelque chose, je trouve, à regarder à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le papier et qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Après, on a rebondi sur beaucoup de choses par rapport au fait que, justement, j'ai des patients qui arrivent en situation de grande précarité. Ils ont tous un téléphone portable. Donc, on se dit, de toute façon, on peut faire quelque chose. Nous, on attend énormément des outils numériques pour nous aider, notamment rien que dans la traduction. C'est un de nos premiers besoins dans ce genre de consultation. Et du coup, dans tout ce que ça pourrait nous aider pour communiquer avec le patient, avec énormément de limites qui sont déjà les problèmes d'accès au réseau. Les gens, c'est pas parce qu'ils ont un téléphone portable
qu'ils ont accès à un réseau Internet, avec le problème que si on développe des outils, il faut penser culture, il faut penser langue, mais en fait, ça change tout le temps. Ça dépend de l'actualité géopolitique et on ne sait pas qui va arriver quand. Et c'est vraiment, ça va très très vite. Et puis le fait que nos patients changent de numéro de téléphone en permanence. Voilà. Donc en fait, c'est à la fois on se dit ça va être des aides, autant pour les rappeler pour plein de choses, et à la fois on voit qu'il y a énormément de limites. Et voilà. Et puis oui, ce que j'avais remarqué aussi, et ça par contre qui était un parallèle que je trouvais très drôle parce que c'est si bien dans les consultations en hypertension artérielle que dans les consultations en précarité, c'est la différence d'être à l'aise avec des outils numériques côté patient, selon la génération, quoi. Tout simplement parce que après, si en enlevant le côté précarité liée à l'analphabétisme, à plein de choses, il y a ce côté générationnel qui est vraiment intéressant parce que ça, c'est si bien chez les gens qui sont en situation entre guillemets normale que chez les migrants, on voit vraiment que les jeunes sont globalement à l'aise, ils vont tout de suite aller sur le téléphone, même s'ils savent pas lire, c'est assez incroyable. Et les générations après 50 ans, beaucoup moins. Et justement, en préparant cette table ronde, vous nous disiez que ce problème d'analphabétisme de certains de vos patients, ça fait naître un besoin d'interaction visuelle avec les outils numériques. Exactement. C'est pour ça que je parlais de pouvoir avoir des outils de communication et basés sur le visuel. Mais encore une fois, il faut toujours penser à qui on a en face de nous. Et c'est vrai que selon... donc là, je reviens vraiment sur les primo-arrivants. C'est très compliqué aujourd'hui de penser à des choses un peu universelles, en fait. Parce que c'est vraiment... Ça va tellement dépendre de la personne qui arrive d'un point de vue culture que voilà, ça va être très... Donc cette plasticité et cette rapidité d'adaptation, c'est à prendre en considération. Et docteur Goupil, vous êtes doctorante au LEPS, vous êtes aussi infectiologue dans le 93 auprès d'une population de patients aussi parfois en situation de précarité, et vous travaillez justement sur ces sujets d'électronisme, de dimension interculturelle entre soignants et soignés. Oui, tout à fait. Donc, je m'occupe un peu comme vous de patients vraiment dans la grande précarité. Et on travaille donc dans mon laboratoire de recherche à réfléchir, à proposer des dispositifs numériques qui soient adaptés et qui soient incluant ces personnes. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer des outils qui sont construits avec les patients. Et notamment, là, on a un projet qu'on développe aussi qu'on va développer avec Mohamed sur un accompagnement des patients avec un système de notes vocales dans la langue d'origine pour le suivi post-hospitalisation des patients. Sur la question du visuel, je suis complètement d'accord. Il y a juste une petite particularité que moi je rencontre au quotidien parce que je m'occupe beaucoup de patients qui sont séropositifs. C'est que la question du visuel parfois peut poser des problèmes de confidentialité, ce qu'il n'y a pas forcément dans le côté audio. Et donc ça, c'est vraiment un outil. L'avantage du numérique, c'est qu'on peut déployer plusieurs options. Il y a le côté visuel, mais aussi audio. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir ces différentes possibilités. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des difficultés que rencontrent vos patients ? Vous disiez qu'ils ont du mal à se souvenir parfois de leur rendez-vous, que la précarité, c'est pas, ça veut dire beaucoup de choses dans un parcours de soins. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des préoccupations qui peuvent être autres que penser à aller à son rendez-vous quand on ne sait pas où on va dormir, quand on ne sait pas si on va pouvoir manger le lendemain. Donc c'est sûr que ça dans le parcours de soins, c'est extrêmement multiple. Il faut prendre en compte tout ça. Et donc un accompagnement numérique peut être envisagé, mais encore une fois, il faut qu'il soit proposé qu'il soit adapté. Et typiquement, ce qu'on constate chez nous, par exemple sur Doctolib, nos patients, ils n'utilisent pas Doctolib parce qu'en fait, déjà, ils ne le connaissent pas. Et en fait, il faut leur expliquer
Alors, on va lancer un projet de recherche dans le service pour voir si l'intervention d'un conseiller numérique sur l'utilisation de Doctolib modifie l'utilisation. Mais il faut un accompagnement. De toute manière, je pense que ce virage numérique, il va avoir lieu. La question, c'est comment est-ce que on peut accompagner les populations qui n'ont pas forcément cette éducation au numérique et quels dispositifs humains on met en place pour pouvoir les accompagner au mieux. Merci. Et donc, vous menez ce projet de co-création d'un outil numérique de médiation en santé pour l'accompagnement post-hospitalisation de patients migrants. Vous menez ce projet avec Mohamed de la start-up CureCall. Mohamed, est-ce que, quand on a préparé cette table ronde, vous nous avez dit que vous numérisez l'expérience conversationnelle entre soignants et soignés? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire et comment vous comptez vous servir de ça pour enrichir le lien entre soignants et soignés? Effectivement, je pense que dans l'expérience patient, il y a cette dimension d'expérience conversationnelle. Parce que finalement, c'est dans un premier temps, dans, je veux dire, tout phénomène, il faut identifier de quoi on parle. C'est quoi l'expérience patient? Est-ce que c'est une question de technologie, c'est une question de support, c'est une question d'information et ainsi de suite. Ce qui est sûr et certain, c'est que toute expérience, quelle qu'elle soit, que ce soit dans la santé ou dans d'autres secteurs, est une question avant tout d'information. Quand on vit quelque chose, c'est qu'on a eu les bonnes informations, on a compris la bonne information, on a bien été orienté. Donc à un moment, il y a cette question de l'information. Je pense que ça a très bien été évoqué précédemment sur la question de cette information, comment je la rends actionnable auprès de mes patients, finalement, quel type de support je choisis en fonction. Et on voit très bien qu'en fonction de l'expérience souhaitée, dans un premier cas, on a besoin d'un visuel. Dans un autre cas, on a une priorité qui est également la confidentialité. Et on voit que dans ce cadre-là, l'expérience finalement patient va prendre un format d'information qui va être différent. Et deuxième élément, c'est le support. C'est-à-dire globalement, c'est comment je rends mon information qui va améliorer mon expérience accessible. Et là, on voit que finalement, le mieux, c'est tout simplement de s'appuyer sur l'existant. Quand on est sur des populations fragiles, ou même parfois en général sur l'ensemble des patients, on sent qu'il y a déjà des expériences typiquement, par exemple, conversationnelles. Les patients essayent d'envoyer des emails. Il y a des médecins qui donnent leur numéro de téléphone, qui échangent sur WhatsApp. Donc on sent que depuis quasiment une dizaine d'années, peut-être moins, allez, on va dire à peu près 5 ans, actuellement, il existe, et on a, entre guillemets, alors on n'a peut-être pas encore assez de statistiques que de recul, il existe une communication artisanale qui est en place. Et c'est à partir de cette communication artisanale, effectivement, qu'on s'est dit avec Dr Gopil, pourquoi finalement ce qui est fait manuellement, on ne pourrait pas essayer d'automatiser un maximum de choses et mettre en place finalement un système qui va utiliser les messageries existantes, les sécuriser, donc les mettre conformes par rapport justement au cadre de l'écosystème légal dans lequel on est, et dans lequel en plus on va pouvoir réellement créer de l'expérience. C'est-à-dire faire de la traduction, créer des contenus personnalisés, et finalement améliorer réellement la prise en charge et la perception des soins des patients. Et justement, si on va un peu dans le concret, vous travaillez ensemble sur un projet qui s'appelle Zynga, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelles sont les fonctionnalités que vous allez mettre à disposition, que vous avez réfléchi pour les patients? Ça, c'est ce qu'on va faire. En fait, c'est l'objet du travail de recherche, qui est un travail de recherche en sciences sociales. Donc, la première chose, c'est qu'il y a déjà tout un volet de recherche qui a été fait sur quels sont les déterminants du parcours de soins que rencontrent ces patients. Parce qu'en fait, on peut être plein d'a priori. Est-ce que finalement, ce qui est le plus difficile pour eux, c'est d'être seul? Est-ce que finalement, c'est les obstacles administratifs? Est-ce que c'est le fait de pas savoir quoi manger le lendemain? Et évidemment, le numérique ne peut pas répondre à toutes ces questions-là. Mais la première chose, ça a été de faire un peu l'état des lieux de ce qu'ils vivaient. Ça a permis déjà d'identifier que, par exemple, la fonction de rappel de Doctolib qui reçoivent les textos, c'est extrêmement important. Mais aussi, ils nous disent, dans cette étude, ils nous disaient que le papier était aussi un support. Donc, numérique ne veut pas dire on oublie complètement le papier. Et il y a aussi ce qui est ressorti de toute la note vocale est vraiment sortie comme quelque chose d'extrêmement utilisé avec les médiateurs en santé. Ce qui a permis après de penser à comment faire Zynga. Et il y a aussi quand même une grande composante émotionnelle
qui est ressorti. Moi, quand j'ai appelé des patients, tout bêtement, ils m'ont dit en fait, j'étais contente d'avoir votre appel parce que j'avais l'impression qu'on m'avait oublié. Et en fait, tout ça a permis d'envisager un dispositif qui va accompagner le patient à la sortie de l'hospitalisation en essayant de répondre à tous ces volets-là. Donc de rappel, sur un versant plus organisationnel, mais aussi émotionnel, de savoir comment ça va, et de pouvoir, l'idée est vraiment de pas... notre outil qu'on veut créer, c'est un outil pour le médiateur en santé. L'idée n'est pas de remplacer, l'idée est de faciliter le travail. Et typiquement, le patient, il pourra avoir aussi un accès facilité avec le médiateur en santé si on se rend compte qu'en fait, ça va pas. Donc l'idée, il est vraiment de faciliter un travail qui est déjà fait et d'accompagnement vraiment global, quoi. Merci. Et Mohamed, c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup insisté quand on préparait cette table ronde, que le numérique ne doit pas venir se substituer à une expérience entre le patient et son soignant, mais s'intégrer, venir enrichir l'expérience. Ouais, je pense que Dr Gopi l'a très bien illustré quand elle disait le patient qui, on l'a appelé, il était très content parce qu'il pensait qu'on l'avait oublié, et on se rend compte que finalement, déjà, il y a une différence entre informatiser et numériser. C'est deux choses différentes. Justement, l'informatisation, c'est le support en lui-même. La numérisation, elle va un peu plus loin en termes, je dirais, digitalisation. C'est-à-dire, globalement, c'est quel type de nouvelles valeurs on va créer grâce à ce support qui n'existait pas. Parce que c'est ça la question. La question, c'est que si à la base, l'expérience patient, ce fameux cœur, que les anglo-saxons, justement, appellent cœur, j'ai du mal à trouver le mot en français, hein. Mais s'il n'existe pas à la base, toute informatisation du monde ne permettra pas d'améliorer l'expérience patient. Donc c'est déjà effectivement faire l'état des lieux finalement de ce qu'on pourrait appeler les moments de temps patient, ces moments de fragilité. Donc mon patient a été hospitalisé, je sais que par expérience, les patients vont être dans une fragilité psychologique à ce moment-là. Donc j'identifie finalement ce point de contact. Et petit à petit, j'ai une sorte de cartographie finalement d'interaction qui apparaît. Et par la suite, je vais pouvoir définir effectivement le message, sa nature, son actionnabilité. Et on voit tout de suite la différence entre informatisation justement et cette digitalisation. Et la digitalisation de l'expérience patient, de toute façon, elle ne peut se faire que s'il y a cette volonté finalement de mieux comprendre l'expérience patient et surtout, comme je disais, d'augmenter quelque part. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, on a un état des lieux, on a un état bis qui est très différent dans lequel, et dans cet état bis, il va falloir faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et c'est là où la digitalisation peut être un fabuleux outil parce qu'elle nous permet de faire ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Merci. Je me tourne maintenant vers toi, Fatoumata. Fatoumata, tu travailles chez Ninti et je reprends tes mots, tu travailles à faire du numérique utile. Donc concrètement, tu accompagnes des patientes, des femmes après un diagnostic sur ce volet émotionnel, notamment même un peu plus loin dans le champ de la santé mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites chez Ninti et qu'est-ce que vous comptez apporter à ce lien entre soignants et soignés? Oui, merci Nina. Alors, le Ninti est né d'un constat dont on est tous conscients ici dans cette salle, c'est que la santé de la moitié de l'humanité est sous-financée, sous-recherchée, sous-accompagnée. Que très souvent, on va avoir des plus ou moins bons protocoles médicaux quand il s'agit sur la partie de la conception, de faire appel à la science, par exemple, pour fonder une famille, mais que la partie émotionnelle est complètement oubliée. Et que cette partie émotionnelle est critique pour pouvoir réussir les traitements, très souvent dans le cadre d'un parcours PMA, par exemple. Et une fois qu'on a fait ce constat et qu'on sait aussi qu'en France, dans les années 70, on avait à peu près 32 000 lits en maternité et qu'aujourd'hui on en a 10 000, pour à peu près le même nombre de naissances, le numérique est là pour rester. Donc on voit le numérique comme un outil, donc c'est pas une finalité en soi, qui peuvent nous permettre d'accompagner et du coup d'aider le système de santé sur cette partie santé des femmes à mieux soutenir une grande partie de la population qui est loin d'être une niche, comme on nous le dit souvent. Et on le fait à travers une application mobile. Donc aujourd'hui, Ninti, c'est un écosystème. Donc on travaille avec des personnes qui ont vécu par exemple une opération lourde liée à une endométriose, qui sont en parcours PMA, qui vont vivre des fausses couches à répétition, qui ont énormément de stress et d'anxiété liés à cette santé sexuelle et reproductive. Et on va les accompagner à travers du contenu préventif qu'on met à disposition à travers notre web app actuellement. Et on a fait le choix de prendre notre temps dans l'élaboration de cet outil digital,
Parce que notre conviction, c'est que la technologie doit disparaître. Et pour qu'elle disparaisse, il faut que l'humain soit au centre. Et que quand elle ne disparaît pas, c'est que ça n'a pas été très bien fait. Donc ça demande de prendre beaucoup de temps. Ça demande de faire de la recherche utilisatrice, d'aller auprès de différentes typologies de personnes qui sont directement touchées par ces problématiques. Donc autant des femmes à Paris, CSP+, que des femmes issues de populations beaucoup plus vulnérables. De les réunir, d'échanger. Et ce temps, c'est un temps qui est primordial pour être sur une notion de produit. Donc, dans la tech, on parle beaucoup du UX/UI, donc c'est l'expérience utilisatrice, qui sont des méthodes agiles qui viennent principalement de la Silicon Valley, qui ont été mises en place pour permettre à tout fondateur ou à toute équipe technique, produit pluridisciplinaire, de pouvoir développer des prototypes qui soient vraiment utiles. Et avant de développer ces prototypes sous forme technologique, il faut les tester avec le plus grand nombre. Donc c'est des méthodes qu'on utilise en interne, de recherche utilisatrice, qui sont très importantes. Et je pense que c'est aussi très important de collaborer et d'embarquer les professionnels de santé. À Paris, à Port-Royal, une des plus grandes maternités de France, aujourd'hui, c'est 12 mois d'attente pour faire une FIV. 12 mois d'attente, quand on a 36 ans, ça peut générer beaucoup d'angoisse. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour mieux communiquer, mieux accompagner et prévenir? Donc, quand on a les moyens, éventuellement, on ira en Espagne, ce qui est le cas de beaucoup de femmes et de couples plutôt de milieux favorisés. Quand on n'a pas de moyens, eh ben, on reste avec sa détresse, et cette détresse est invisible. Et notre objectif et notre mission chez Ninty, c'est de faire en sorte que cette détresse, non seulement elle soit visible, elle soit comprise, mais qu'elle soit accompagnée en collaboration avec les professionnels de santé. Merci beaucoup. On a parlé de l'état des lieux, on a parlé des bénéfices qu'on pouvait tirer d'outils comme ceux que vous co-développez. Il y a un aspect de la discussion qu'on n'a pas encore abordé, c'est les conditions pour faire advenir ces outils numériques. Et je me tourne vers toi, David. Tu travailles depuis de nombreuses années à la transformation numérique des pratiques auprès des professionnels de santé. Qu'est-ce que, à travers tes expériences, tu as pu apprendre? Quelles sont les bonnes pratiques que tu as pu identifier pour qu'effectivement ces outils numériques viennent enrichir et non pas appauvrir, comme ça peut être la crainte, la relation entre patients et soignants? Alors le point de départ, tu as raison, c'est que le digital, le numérique a souvent été perçu par les professionnels de santé comme un instrument de torture, c'est-à-dire on venait leur rajouter de la charge mentale, de la contrainte, du process, etc. en plus. Donc souvent, ils n'ont pas forcément vu comme quelque chose qui leur amène de la valeur, mais souvent comme une contrainte. Après, il y a quand même eu des évolutions, il n'y a pas d'abri anti-numérique, donc beaucoup d'acteurs ont aussi compris que ça pouvait amener de la valeur, parce qu'on l'a vu notamment dans l'imagerie médicale, enfin dans plein de domaines. On a vu émerger quand même des pratiques de plus en plus fortes autour du numérique et de son champ d'application. Et clairement, il y a aussi un avant et un après Covid. C'est-à-dire, avant le Covid, on avait encore beaucoup de médecins, de professionnels de santé qui étaient réticents avec l'usage de pas mal d'applications, notamment en télémédecine. Et je dois avouer qu'il y a eu un après Covid où clairement, nous on l'a vu en tant qu'acteurs dans le domaine du digital en santé, il y a eu un énorme usage qui a été fait du digital, normal, on ne pouvait pas faire autrement pour pouvoir voir des patients, il fallait les voir à distance en fait. Donc tout ce qui a été prise de rendez-vous, télémédecine a connu un pic d'usage assez incroyable. Et finalement, après le Covid, on n'est pas retombé du tout au niveau où on était avant. On est arrivé quelque part entre les deux. C'est-à-dire il y a une meilleure compréhension de ce que ça amène en termes de valeur, d'adoption. Et finalement, maintenant, quand on interroge les médecins, les professionnels de santé, la plupart d'entre eux considèrent qu'il y a une valeur ajoutée, une plus-value dans l'usage de ces solutions. Alors, qu'est-ce qui a changé aussi entre les deux? C'est que tous les acteurs du digital, du numérique en santé, dont on fait partie, c'est GEDIM, on équipe 100 000 professionnels de santé, des médecins, des kinés, des infirmiers, des pharmaciens, etc., partout sur le territoire. On est un des gros opérateurs sur le sujet. On fournit la base de données Claude Bernard, on fournit des solutions aussi pour les hôpitaux. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'aussi, on s'est réinterrogé dans l'usage de ces solutions digitales pour ne pas juste transposer des processus
et de l'informatisation existante dans du digital. Le digital, c'est aussi l'occasion de repenser la manière dont on va travailler. Et donc ça change quoi très concrètement chez nous? Ça veut dire que des gens qui sont des designers, qui étaient très rares il y a 10, 20 ans, on les voyait plutôt dans le monde du mobilier, de l'immobilier, etc. En fait, si vous promenez chez nous, dans nos bureaux, vous allez voir plein de designers d'usage partout. Quand je dis plein, c'est vraiment beaucoup. On a intégré des UX, des UI, enfin des mots un peu grossiers, compliqués, simplement pour dire qu'on a intégré des designers. Et leur job, c'est quoi? C'est travailler avec les professionnels de santé, c'est travailler avec des utilisateurs, des patients, pour profiter de cette numérisation, pour créer de la simplification, pour adopter l'usage de ces outils. Et là, pour le coup, ces dernières années, on va dire ces 5-6 dernières années, on a connu une véritable mutation du secteur. Il y a quasiment plus d'acteurs de la tech dans le domaine de la santé qui ne s'est pas réinterrogé par rapport à ces nouveaux paradigmes. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. On a parlé de sous-quelque chose, de sous-équipement, de sous... Voilà. En fait, dans tout ça, il y a sous. Voilà. Il y a une question de moyens. Et donc, voilà. Donc, est-ce que tous les acteurs sont en capacité économique de faire cette transformation, cette mutation? C'est pas simple. Quand on est une start-up, qu'on démarre, du coup, on est tout de suite sur le nouveau paradigme, sur les nouveaux modèles de pensée. Sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on réinvestisse massivement et changer la manière de penser les produits pour les mettre au service d'eux. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, un acteur comme nous, qui est du monde du logiciel de gestion de cabinet, de la gestion de flux, de data dans le monde médical, avec les hôpitaux, etc. Ça veut dire aussi qu'on s'est mis à développer des outils type WhatsApp. On a développé une app qui s'appelle Maya Connect et qui permet de faire l'équivalent de WhatsApp, ni plus ni moins, mais dans un environnement sécurisé de données de santé. Qu'est-ce qui change? C'est que là, pour le coup, on n'est plus dans un système de messagerie lourd, compliqué. On est sur quelque chose qui est aussi simple d'usage que WhatsApp, sauf que là, on est dans une approche qui est totalement conforme à la réglementation. Ça permet aussi d'intégrer des applications, des fonctionnalités spécifiques au monde de la santé. Si je veux charger une radio, si je veux charger un compte-rendu depuis mon logiciel, je clique, c'est automatiquement intégré, partageable. Je peux créer des groupes de professionnels de santé pour avoir l'avis d'un confrère, pour faire de l'adressage, pour partager des éléments d'un dossier, etc., etc. Donc ça, on ne va pas le trouver dans WhatsApp. Donc ça permet aussi de réinventer la manière de travailler, mais il ne faut pas le faire seul. Il faut qu'on le fasse avec des groupes d'utilisateurs. Et donc ça change fondamentalement la chose. C'est aussi l'occasion d'écouter le patient. Parce qu'avant, le patient, dans ces systèmes-là, mais alors il était, mais waouh, un patient, voilà. C'est quoi un patient? Alors, je dois avouer que dans le monde de la tech, c'était pas là où on avait la plus grande écoute. Encore une fois, les startups ont aussi, le monde du digital a donné la voie par l'arrivée des designers massivement. Et puis on s'est rendu compte que dans ce lien, c'était aussi l'occasion de commencer à réinventer la manière d'interagir. Alors vous allez me dire, il y a des débordements. On a entendu hier, par exemple, un professionnel de santé qui témoignait dans un environnement médical. Globalement, un médecin s'est retrouvé avec 1000 à 2000 patients, enfin 2000 à 2000 mails par jour dans sa boîte mail. Donc je crois que c'était Chris qui nous expliquait ça, le DSI de la Mayo Clinic aux États-Unis. Donc ils ne sont pas plus à l'abri que nous dans ces usages-là. Ils préfigurent même ce que ça va devenir en général. Donc il faut voir ce que c'est. Donc ça veut dire, oui, je vais interagir beaucoup plus avec mes patients, mais si ça veut dire que je vais me retrouver avec 1000 à 2000 mails à traiter, c'est juste démentiel. Donc pour moi, on est rentré dans une phase, là, ces dernières années, d'infobésité. Donc on sait, l'obésité est devenue une maladie chronique ces dernières années planétaire. Eh bien, l'infobésité dans le digital est devenue la maladie chronique dont on souffre tous aujourd'hui. On absorbe beaucoup trop d'informations, plus qu'on peut le traiter. Je ne sais plus encore, hier on évoquait la quantité d'informations avec un prix qu'on a remis en fin de journée, où une jeune start-up créée par un interne s'est dit on doit absorber une quantité d'informations qui devient démesurée, à la fois des patients, mais aussi en termes de connaissances. Et donc là, on rentre dans une nouvelle phase maintenant,
où on s'attaque à cette infobésité et comment faire des solutions qui vont aider les soignants, qui vont aider les patients dans le tri et le traitement de cette information. Je vous prends un exemple tout simple. On travaille avec un institut renommé en cancer pour mettre en place une solution qui permet, sans poser la question au médecin, sans poser la question au patient, en analysant simplement les données disponibles à l'instant T, s'il y a un risque de cancer avéré sur un individu donné. Ce programme s'appelle Interception, je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On identifie un risque fort, parce que antécédent, parce que voilà, et on fait de l'adressage vers un établissement de référence sur une sous-population. Donc là, je vais faire du lien dans le parcours entre le soin, la prévention, le lien ville-hôpital avec le patient de manière non intrusive, sans créer de charge mentale additionnelle sur le professionnel de santé et sur le patient. Et là, ça permet très concrètement, dans le logiciel, d'avoir une petite alerte. Il y a un risque, le médecin peut, s'il le souhaite, rentrer dans le détail de l'information, enclencher un échange avec ce patient, l'informer que s'il le souhaite, il peut y avoir un programme de prévention et de détection spécifique avec une prise en charge adaptée. Alors c'est aussi l'occasion, dans la relation avec le patient, de se réinterroger dans le parcours de soins sur le rôle de la prévention. À partir du moment où je commence à voir ces espaces où je vais interagir avec un patient, je peux commencer aussi à faire de l'évangélisation, de la communication pour lui dire, mais tiens, il existe aussi des programmes de prévention. Et ça peut être une manière de réinterroger le parcours de soins, mettre le parcours de soins au service aussi de la prévention. Là, typiquement, on lance avec des grandes mutuelles, dont Vive, Malakoff, ProBTP, etc., une plateforme qui va permettre d'intégrer de la prise de rendez-vous avec des professionnels de santé, du médecin, du kiné, etc., avec une plateforme qui permet de faire de la télémédecine pour 20 millions de Français. Donc, fin d'année, début d'année prochaine, on aura 20 millions de Français qui vont pouvoir bénéficier d'outils qui vont les aider dans l'orientation, dans leur parcours de soins. Ce qu'on a observé, par exemple, parce qu'on a aussi des activités dans la télémédecine, notamment avec de la téléconsultation, en proposant, grâce à des complémentaires santé, de la téléconsultation pour des gens, par exemple, qui n'ont pas de médecin traitant, qui sont dans des déserts médicaux, qui ont des difficultés pour accéder à des médecines de spécialité. Prenons un exemple avec la dermato. J'ai un grain de beauté un peu suspicieux là en venant de vacances. Bonne chance, je vais peut-être avoir un rendez-vous dans 18 mois. Super, pour savoir si c'est bien ou pas. Donc, comment je peux accéder à du temps médical? Donc là, ces solutions permettent de le faire. Et donc, finalement, ce qui devient intéressant dans ces évolutions de parcours, c'est qu'on peut aussi aider le patient à s'orienter. Donc, en fonction du moment, du jour, du lieu, de la géographie, de l'instant, je cherche un médecin, je cherche un professionnel de santé. Est-ce que je dois aller à l'hôpital? Est-ce que je peux trouver un rendez-vous localement? Est-ce que je peux trouver une solution à distance parce qu'il est 23h, etc. Finalement, on peut mettre aussi à contribution le patient dans cette logique d'orientation. Je vous prends un exemple très concret, par exemple sur la téléconsultation qu'on fournit en 24/7 avec l'aide de complémentaires santé. 20% des patients qui utilisent nos services seraient allés aux urgences sinon. On sait, dans les urgences, il y a plein de gens qui viennent parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Et c'est pas de leur faute, à 23h, c'est un peu compliqué quand même de trouver des solutions, ou le week-end, ou dans un désert médical. Donc voilà, donc on peut aussi favoriser une sorte d'évangélisation dans le parcours pour aider le patient à mieux s'orienter et à s'adresser de manière plus efficace vers le monde des professionnels de santé. Donc, si je résume, on peut contribuer à simplifier les usages maintenant pour commencer à faire du régime par rapport à l'infobésité, avec de la data, avec de l'intelligence artificielle. Il faut le doser, il faut le mettre au service du professionnel de santé. C'est à lui de choisir quel est le niveau d'interaction qu'il souhaite avoir avec ces solutions-là. On est des patients qu'on peut de plus en plus accompagner. Et là, on a un avant-après clairement aussi avec le Covid, puisque les usages ont fait un bond massif. Tout le monde a fait de la prise de rendez-vous pour le Covid sur du digital. Et donc, clairement, maintenant, tout le monde utilise ces solutions digitales pour accéder à un
une prestation, un service dans le monde de la santé. Donc on a des patients qui sont un peu plus aguerris. Par contre, il y a aussi une limite dans tout ça. C'est quid des gens qui n'accèdent pas au digital ou qui ont du mal pour accéder au digital parce qu'ils ne sont pas familiers. C'est pas forcément une question d'âge. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, on avait Serge, 82 ans. Je pense qu'il peut expliquer le digital à pas mal de monde, alors qu'il ne vient pas de ce monde-là, à la base. C'est pas qu'une question de génération, même si elle est surreprésentée, dépassée un certain âge. On a aussi des gens qui peuvent être en incapacité d'utiliser ces solutions physiques, mentales, etc. Et moi, je le vois. Je vais prendre un exemple très concret, moi qui m'a touché, c'est ma maman. Elle cherche un médecin. En fait, on lui dit, mais passez par une plateforme de prise de rendez-vous. Alors, je ne vais pas critiquer, nous on en fait et on favorise ce développement. Mais si elle ne peut pas, elle, utiliser l'app qui va bien, donc ça veut dire qu'elle ne peut plus prendre de rendez-vous qu'un médecin ou un infirmier ou un kiné. Ça devient quand même un problème. Alors là, on voit maintenant qu'on ne peut pas non plus aller vers le tout digital. Il faut garder une part d'accompagnement humain. Donc nous, on voit des sujets qui émergent, par exemple les téléconsultations assistées avec des infirmières, avec des aides-soignants, avec des IPA, qui pourraient aider des personnes qui sont en difficulté pour utiliser ces outils. Donc finalement, on est dans un monde qui est en train de se digitaliser dans cette relation, de plus en plus. Et donc il ne faut pas se positionner en se disant c'est numérique versus humain. Il faut voir quel est le bon niveau de combinatoire à chaque fois qu'il faut avoir et intégrer toutes les modales. Donc par exemple, dans mon histoire de plateforme de parcours de soins, j'évoquais une boussole pour m'orienter dans le parcours, il faudrait qu'à terme, on ait une case, par exemple, pour dire « Ok, je ne suis pas à l'aise avec le digital, là, pour le coup, j'aimerais plutôt avoir un service où je suis mis en relation avec un aidant digital, pas un aidant de santé, un aidant digital qui va m'aider à utiliser l'outil digital qui me permettra de bien interagir avec des acteurs dans le monde de la santé. » Là, ça peut être intéressant, parce que pour le coup, on pourrait créer plein d'emplois dans ce domaine-là. Il y a alors, à l'Excel, nous, on a des partenaires, des membres qui s'intéressent à des sujets-là, des gros acteurs comme Salesforce, des gros acteurs de la tech internationale, très impliqués sur comment on va former des gens au digital pour justement s'appuyer sur des aidants digitaux. Et donc, ça introduit cette notion d'aidants digitaux par rapport aux aidants de santé, aidants des seniors. Les deux, d'ailleurs, peuvent se combiner. On peut être aidant digital et aider un senior ou aider quelqu'un dans le domaine de la santé. Donc on a ces évolutions-là qu'on observe. Donc tu n'hésites pas à m'arrêter, Nina. J'essaie de faire une battle avec Nicolas. Je vois ça. C'est bon. Alors si est-ce que je peux... Voilà. Donc tu me dis... C'est très intéressant, David. Je voudrais quand même laisser l'opportunité à Hélène aussi de nous parler d'un sujet qui est tout à fait en lien. En rebond, si on parle justement de nouveaux usages, et c'est tout à fait en lien avec ce que tu disais, David, il y a un nouveau type d'outil qui arrive et qui ouvre vraiment de nouveaux horizons dans le champ de la relation entre les soignants et les patients. C'est les thérapies digitales, les DTX. Hélène, c'est ton domaine. Est-ce que tu peux nous parler de ces outils et comment vous comptez avec AgoraHealth faire émerger, changer d'échelle ce type d'outils? Oui, donc nous effectivement, au-delà de tout ce que le numérique peut apporter sur les outils support d'aide à la décision pour les médecins avec des algorithmes, les outils de simplification des parcours logistiques, il y a un sous-domaine qui nous a beaucoup intéressé chez AgoraHealth, c'est les thérapies digitales qu'on appelle DTX pour Digital Therapeutics, et qui sont en réalité donc des applis de santé à destination des patients, mais qui ont été certifiées par un organisme notifié, donc revues, donc développées avec un certain cadre réglementaire. Donc elles sont marquées CE ou approuvées FDA. Et elles ont aussi été évaluées cliniquement dans le cadre d'essais quasiment systématiquement randomisés, contrôlés, donc des essais cliniques qui prouvent leur impact clinique. Et dans ce cadre-là, demandent à être remboursés dans le cadre du système de santé. Et donc ça, c'est un domaine qui est effectivement assez émergent. Alors en France, c'est récent, voire très récent, puisque c'est depuis le 1er juillet que la HAS accepte de rembourser ce type d'application. En Allemagne, ça fait déjà 4 ans, donc ça s'appelait DIGA, que la BIFARM, donc l'équivalent de la HAS, a décidé de rembourser ces applications en thérapie digitale.
Et nous, ce qui nous a beaucoup intéressé sur ce sujet-là, c'est que justement, dans le cadre de la relation soignant-soigné, il y a un champ qui est souvent difficile à aborder ou pour lequel on n'a jamais assez de temps. En tant que professionnel de santé, c'est l'accompagnement thérapeutique, l'éducation thérapeutique et tous les sujets autour du patient. On en parlait sur la santé mentale. Fatoumata, tu mentionnais l'accompagnement santé mentale, la nutrition, le sommeil, la sexualité, l'activité physique. Les professionnels de santé en parlent et font leur boulot, mais il y a toujours un enjeu aussi de comment on change les comportements par rapport à ça. Comment on met en place des nouvelles habitudes, des nouveaux réflexes. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc les applis DTX, ce qui est très intéressant, c'est que elles ont pris ce qui existait dans ce champ-là. Donc c'est souvent basé autour des thérapies cognitivo-comportementales. Donc prendre conscience de ses pensées automatiques, de ses émotions, de ses réactions physiques, et puis apprendre à vivre avec ce type de réaction et à s'adapter. Elles ont pris la science qui existait là-dessus, elles l'ont mis dans des applis et elles ont fait donc ce chemin réglementaire et clinique pour prouver le bénéfice. Et dans tous les champs de clinique, on en voit de plus en plus. Donc il y en a dans l'obésité, il y avait un champ évident qui était la santé mentale avec la dépression, l'anxiété, l'insomnie, mais au-delà de la santé mentale, il y a des applis qui vont aider les patients sur la douleur chronique, les douleurs de dos, donc l'obésité, les acouphènes, même dans le cancer. Et donc on voit émerger ces thérapies digitales qui, pour nous, ont aussi une double finalité. Elles vont avoir un impact curatif court terme qui est montré dans ces études, mais en réalité, elles permettent de mettre en place des nouvelles habitudes comportementales qui ont un impact préventif. Et donc, dans cet enjeu qu'on a aujourd'hui de manque de ressources de santé, la prévention primaire, changement de comportement, il faut qu'on arrive à investir plus dedans. Et le remboursement des thérapies digitales, c'est un moyen de le faire. Sur l'adoption et le déploiement de ces nouvelles applis de santé, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une première étape, c'était le remboursement. Et donc, comme je l'ai mentionné, c'est le cas. Et ça, c'est primordial parce que le public cible de ces applis-là, c'est évidemment un public pour lequel le remboursement par la sécurité sociale est primordial. On veut pas que ces applis soient disponibles uniquement pour les gens qui peuvent payer des abonnements premium, hein. Ou qui travaillent et leur employeur leur met à disposition, c'est super, mais le public plus largement concerné, il faut que ce soit remboursé. Première étape franchie, c'est remboursé, ou c'est en cours avec le PECAN. La deuxième étape, c'est le déploiement, c'est-à-dire il faut que ce soit prescrit par les médecins et il faut qu'on s'habitue à utiliser ces nouvelles options thérapeutiques, un peu comme aujourd'hui dans le panel de solutions thérapeutiques que les médecins ont, ils ont les médicaments. Il faut qu'ils s'habituent aussi à se dire j'ai aussi cette option-là qui peut aider mon patient. Et ça, c'est un long travail qu'on essaie de pousser avec Agorahealth, parce que le retour d'expérience des étrangers là-dessus, et des Allemands en particulier, c'est que ça prend du temps. Il y a encore un tiers des médecins allemands qui n'ont même pas conscience qu'ils peuvent prescrire une appli de santé, alors que ça fait 4 ans, hein. Et il y a des enjeux de comment je prescris une appli comme ça. Est-ce que c'est aussi simple que de prescrire un médicament? Je mets sur une ordonnance appli, comment le patient y fait, et moi j'ai pas le temps de lui expliquer qu'il faut qu'il aille sur l'App Store, qu'il rentre le code, qu'il va demander etc. Donc tout cet accompagnement humain, il me paraît assez important. Mais il faut vraiment voir ces applis thérapie digitale comme une prolongation du lien soignant-soigné en dehors de la salle de consultation et un support additionnel pour au-delà de l'éducation, mettre en place des habitudes et faire des petits exercices et checker et s'habituer. Merci beaucoup. Et pour conclure cette table ronde, il y a un sujet que je voulais qu'on aborde. Fatoumata, c'est toi qui l'avais suggéré. C'est ces fameuses IA génératives. Alors, on en a beaucoup parlé hier, sous l'angle industriel, ce que ça va changer, etc. Et moi, ça m'intéressait d'avoir votre regard à chacun, soignant, concepteur d'outils numériques, accompagnateur de la transformation numérique en santé. Ces IA génératives, ces intelligences artificielles, nouvelle génération, arrivent, ça commence. On a vu ChatGPT, dans le champ de la santé, ça se traduit par des outils comme des copilotes pour les soignants qui vont vous permettre de ne plus prendre de notes en consultation. Ça va automatiser la rédaction du compte-rendu, vous permettre d'être à 100% avec votre patient.
Côté patient, tu en parlais, Hélène, on va avoir maintenant des compagnons digitaux, un patient, notamment dans le champ de la santé mentale, ça se développe beaucoup, un patient pour avoir dans la poche une intelligence artificielle à qui parler, une IA empathique, près de qui il va pouvoir trouver du soutien. Peut-être en mode tour de table pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire chacun comment vous appréhendez ces nouvelles solutions qui arrivent, comment selon vous ça va réinventer le lien entre soignants et soignés? Je sais pas qui veut commencer, dans quel sens Moi, je veux. Oui, moi, alors, en fait, pour l'instant, pour moi, je vais vous dire ce que j'avais répondu à un architecte de Microsoft qui était venu m'interroger parce que j'étais un des rares médecins qui utilisait la reconnaissance vocale. Il m'avait dit, et qu'est-ce que vous pensez si le logiciel vous propose? Et alors, j'aurais peut-être encore aujourd'hui la même réponse, mais ça va pas plaire à tout le monde. C'est, écoutez, déjà, quand j'arriverai et que mon imprimante imprimera ce que je lui demande sans que j'ai besoin de m'énerver dessus pendant 15 minutes, je pourrais penser à l'intelligence artificielle. Mais ça me paraît encore très très loin. Donc je n'ai pas encore réfléchi à comment moi j'allais gérer ça. Je lui ai dit, on n'est pas prêt. Mais c'est à plein de niveaux qu'on n'est pas prêt. Et au niveau du matériel, parce qu'il faut quand même en reparler. Hein. La précarité numérique, elle est là aussi. On en parle pour les patients. Il faut aussi en parler pour les utilisateurs. Voilà. Donc, c'est... Alors, merci Hélène. Donc, nous, c'est un sujet qu'on regarde de manière assez sérieuse, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère de la technologie où on fonctionne beaucoup en base de données, c'est-à-dire on a des sets de données et on va développer en allant piocher en fait des informations, créer des tags pour pouvoir pousser une information personnalisée. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive dans l'ère de la personnalisation et que ça va très vite et que sur nos sujets, en tout cas de santé mentale à l'intersection avec cette santé sexuelle et reproductive, je pense qu'il y a énormément de choses à dire et on ne peut pas le dire en 5 minutes, mais il y a un vrai enjeu de collaboration. Donc c'est vraiment notre conviction de mettre autour de la table des professionnels de la santé. Donc là, chez Ninti, on a constitué un comité scientifique, mais aussi des technologistes, c'est-à-dire des personnes qui viennent du monde du code, qui développent du design, pour réfléchir à un usage éthique de l'intelligence artificielle, parce que je pense qu'elle est là pour rester, et que ça va aller très très vite, et qu'aux États-Unis, on le voit déjà, il y a des examens, notamment qui sont passés par des médecins, qu'on fait passer à des intelligences artificielles, qui font des scores beaucoup plus élevé. On met en situation des patients qui disent qu'ils ont trouvé la réponse de l'intelligence artificielle beaucoup plus empathique que celle du médecin. Et ça, c'est des données qui sont disponibles et qui existent. Et que le rôle aussi du système de santé est de regarder et de se saisir du sujet pour ne pas le subir. Voilà. Donc, c'est un peu la vision qu'on a chez Ninti sur l'IA. Je vais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que moi, effectivement, en étant très terre à terre, donc l'IA générative, on l'utilise tout le temps dans le développement, mais par rapport au lien soignant-soigné, je sors du monde de la santé, dans le monde de l'industrie tout court. La communication aujourd'hui est compliquée, parce qu'on est sous pression toujours, on est dans l'efficacité, la productivité, on envoie des mails très rapides, etc. Et je pense qu'on a tous été reçu un jour des emails où on s'est dit waouh, dans la recherche d'être très synthétique, là, il y a un peu un manque d'empathie, un manque de forme ou de contexte et autres. Et pour ça, honnêtement, ça fait presque peur de se dire que l'IA générative parfois va être plus souple que nous, mais dans cette recherche de productivité qu'on a un peu en permanence, on en perd les formes. Et j'ai utilisé un GPT dans ce contexte-là, et pour écrire un email en lui donnant 3 lignes et qui met en forme et qui oublie pas les formules de politesse, et c'est pas des raccourcis clavier de dire bien cordialement à la fin, et c'est écrit et c'est un peu mieux rédigé. Eh ben, je trouve que ça apporte quelque chose. Dans le domaine de la santé, évidemment, cette recherche de productivité, d'efficacité, elle est exacerbée par le manque de temps qu'ont les médecins. Et je pense que là-dessus, on pourrait réfléchir à comment on arrive à justement pas perdre l'humain en utilisant une IA générative. C'est extrêmement
inquiétant, mais je pense qu'il vaut mieux être assez réaliste. Et voilà, c'est un jeu de temps, de productivité versus prendre le temps de choisir les bons mots et d'accompagner, d'expliquer, de donner des formulations claires, synthétiques. Non, mais je rejoins un peu ce qui a été dit. Il faut faire vraiment attention à ce que l'humain ne soit pas effacé et du coup redoubler d'efforts sur toute la composante humaine de la relation soignant, quoi. Donc il faut mettre les bouchées doubles là-dessus, ce qui est déjà pas assez fait dans l'état actuel des choses. Moi, je vois sur mes études de médecine, j'aurais aimé peut-être avoir plus d'accompagnement là-dedans. Juste une petite anecdote, mais première fois de ma vie où l'hôpital m'a proposé un soutien psy, c'était pendant le Covid, mais on est confronté à des situations difficiles, humainement difficiles au quotidien, et faut pas oublier ça, et je pense que c'est déjà pas assez fait, donc il faudra en faire encore plus. Alors sur l'IA générative, je voulais aussi rebondir sur un élément qu'avait évoqué David, mais qui avait été également évoqué, parce que tu évoquais tout à l'heure les conditions de l'émergence justement de l'expérience patient, du digital et ainsi de suite. Et ce qui avait été dit, c'est une nécessité finalement même du monde médical, des institutions, des hôpitaux, de changer de position vis-à-vis de ces solutions aujourd'hui qui sont vues parfois comme une charge mentale supplémentaire, aussi comme une dépense, alors qu'il y a aussi la dimension d'investissement. Finalement, il y a plein d'externalités négatives aujourd'hui qui existent dans ces frictions qui ne sont pas quantifiées et qui, en clair, globalement, tous ces outils, toutes ces nouvelles façons de faire contribuent à diminuer cela. Donc cette nécessité de changer de paradigme, et pour faire le lien avec l'IA, alors déjà, nous, chez Curcol, on l'a déjà abordé, on est même en train de la finaliser sur plutôt des cas d'usage très précis. Parce que l'objectif, c'est pas d'être dans une généralisation, c'est d'identifier finalement là où la valeur est pertinente. Je donne un exemple, nous, ce sera dans le cadre du glaucome. Le glaucome est une pathologie oculaire qui est asymptomatique. Les patients, souvent, ont besoin de poser beaucoup de questions parce qu'il s'agit potentiellement de perdre la vue. Et les ophtalmologues, il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de temps, finalement, pour pouvoir leur donner tout ce soutien. Donc, finalement, ce qu'on a imaginé avec la Société française du glaucome, c'est une base de données maîtrisée, donc dans laquelle ils vont valider une sorte de FAQ qui est gigantesque, qui est déjà validée. Et en clair, on va inputer, finalement, on va mettre cette base de données dans une calculatrice, qui est la fameuse IA, parce que l'IA, c'est juste une calculatrice. Il faut simplement appeler un chat et ramener finalement la dimension de l'intelligence artificielle comme étant une grosse calculatrice qui est capable de générer énormément de données et finalement de donner une réponse pertinente pour pouvoir opérer les premiers tests. Et dans ce cadre-là, effectivement, quand on identifie, et on en revient à ce qu'on avait dit initialement, identifier finalement un cas d'usage bien précis et dans laquelle, en clair, on a fait tout ce travail, finalement, de s'interroger sur la pertinence, à la fois médicale, dans la prise en charge, de gain de temps et de tout ce qui va avec. Donc, en quelques mots, l'IA générative, alors moi, je pense qu'on est encore au stade de bébé IA générative. On est encore au mois 1 ou 2 de la vie de l'IA générative. Je suis assez curieux de voir à quoi va ressembler l'IA générative adulte, quand elle aura 18, 20 ans ou 30 ans. Et quand on voit déjà ce qui est fait à l'âge d'un mois, c'est assez impressionnant. Donc ça veut dire que cette IA, elle va aussi s'imposer par les usages individuels qu'on en fait, comme s'installer l'Internet, la téléphonie, l'usage des réseaux sociaux, etc. Je pense qu'individuellement, on est tous en train de rechercher ce que ça peut nous amener. Et individuellement, on voit très vite plein de cas d'usage, d'applications, ça nous amène de la valeur. Donc je pense que cette vague elle va continuer à s'amplifier et va être probablement inéluctable. Donc c'est pas est-ce qu'on va l'utiliser ou pas, on va l'utiliser, ça va être une grosse révolution. La vague va être énorme, donc on a intérêt à piger, comprendre comment l'utiliser, l'exploiter, et pas attendre en se disant est-ce que je dois ou pas l'utiliser, parce que de toute façon, la vague elle arrive et on va la prendre. Et après, à quoi ça peut servir ? Clairement, on a beaucoup parlé de pression, de charge mentale, etc. Alors là, pour le coup, c'était si à l'âge de 18 ou 20 ans, même avant, elle se disait tiens, ça pourrait être utile de baisser la charge mentale qu'on peut mettre avec toutes ces solutions sur les utilisateurs de ces systèmes. Ça serait une IA générative très smart et intelligente, donc on va voir comment elle évolue. Ça sera un champ d'application en tout cas très utile. Et puis dans la détection, la prévention,
J'évoquais tout à l'heure l'exemple en oncologie. Maintenant, il y a plein de moyens de faire de la détection. On peut faire des choses assez incroyables en détection, prévention. Et là, pour le coup, il y a aussi probablement un champ assez intéressant à explorer. Voilà. Il y a probablement des milliers d'autres cas d'usage à imaginer, mais c'est ce qui me vient assez spontanément. Merci à tous. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants ? Oui, bonjour. J'aurais voulu avoir l'adresse de la base de données sur le glaucome, par exemple. L'adresse, vous avez dit ? Oui, il y a un site internet, il y a quelque chose... Non, forcément, c'est une base de données interne, mais l'outil sera disponible au mois de février, en premier test. Il est déjà testé sur certains patients avec l'association France Glaucome et ainsi de suite. Cette base de données, en clair, elle a surtout été extraite de questions récurrentes qui ont été posées à des associations de patients, à la Société française du glaucome, à tous les membres de la société qui ont des patients eux-mêmes, qui ont fait également tout un travail de recueil sur plusieurs mois, finalement des questions qu'ils avaient avec les patients, et également des extrapolations de tout ce qui pouvait exister sur le net, en tout cas qu'on a pu trouver grâce à des scripts. Mais je pourrais voir ce que je pourrais faire en termes de partage. Vous êtes ophtalmologue ou Non. Je comprends le contexte. Tout simplement la question, mais je pourrais voir, entre guillemets, comment je pourrais vous partager des extraits ou un élément de cette base de données. D'accord. Et est-ce qu'il y aura un lien sur votre site ? Non, ce qui sera disponible, tout simplement, c'est que l'outil chez nous reste sur, je dirais, prescription ou conseil du médecin. Donc, seuls les patients éligibles ou ayant un glaucome pourront avoir accès à l'outil. Et à partir de l'outil, ils pourront y poser toutes les questions. Tout à l'heure, je ne l'avais pas précisé, mais... on a aussi mis une étape intermédiaire qui est hyper intéressante, c'est que parfois l'IA, pour pouvoir réhumaniser, c'est-à-dire le support, le fameux, entre guillemets, comment rendre l'information, je dirais, sympathique, actionnable, accessible aux patients, on a beaucoup intégré de vidéos. C'est-à-dire qu'à chaque vidéo, on va affecter des mots-clés ou des réponses, etc. Et en fonction de ce qui va être comme intention posée par le patient, parfois l'IA, au lieu de répondre en texte, elle va répondre, ici, votre médecin vous répond en vidéo. D'accord. Et l'adresse de votre site ? Securcall.fr. Bonjour, moi je voulais vous poser la question, c'est qu'une fois que vous avez initié vos applications, que ça a été développé, moi la question que je me pose, parce que c'est le domaine dans lequel je suis, c'est la ville, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que voilà, l'application elle a été... Comment vous assurez le suivi en fait des patients, parce que... Enfin, qu'est-ce qui se passe pour le patient ? Ouais. Alors, il y a vraiment deux types d'applis. Enfin, je vais juste prendre sur mon champ. Hein. Il y a les applis de télésurveillance et il y a les applis qu'on appelle thérapie digitale. Et là, je parle que des applis qui sont réglementées, marquées, remboursées. Parce qu'après, vous avez, je crois qu'il y a à peu près 50 000 apps de santé par an. La HAS avait sorti ce chiffre-là une année en disant c'est impossible de savoir faire le tri, c'est assez compliqué. Donc, si on prend le champ marqué CE, remboursé dans un pays, donc en cours de remboursement en France, c'est principalement télésurveillance ou thérapie digitale. Télésurveillance, c'est vraiment le patient qui envoie des données à son médecin. Et donc, pour la médecine de ville, le médecin généraliste, je pense que c'est pas forcément simple à mettre en place. Ça s'adresse beaucoup plus aux spécialistes qui vont avoir effectivement des équipes d'IPA ou autres et une organisation pour gérer la télésurveillance. Pour les thérapies digitales, l'objectif, et en tout cas c'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays, c'est que ce soit prescrit un peu comme un médicament. Je suis pas en train de dire que c'est de la chimie, hein, mais c'est-à-dire, je vous prescris ce programme de 12 semaines et le patient le suit tout seul. Et donc, en tant que médecin, entre guillemets, vous savez que c'est un programme qui a été validé, le contenu, il change pas tous les jours, hein, puisque comme c'est une appli qui est certifiée, chaque changement de contenu doit passer par une validation. Et ce contenu-là, il a prouvé qu'il était efficace dans une étude. Donc l'idée, c'est vraiment, je prescris l'appli au patient, et le patient, il crée son compte, il télécharge, et ensuite il suit le programme tout seul. Alors après, en tant que médecin généraliste ou médecin de ville derrière, vous pouvez lui demander, au fait, ça s'est bien passé, comme vous demanderiez, au fait, je vous avais prescrit tel médicament, pas d'effet secondaire, ça a été, machin, etc. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit autonome et pas une charge de travail en plus.
Et si je peux rebondir, donc nous, notre application, c'est une application de santé mentale, donc on n'est pas une thérapie digitale, c'est comme des applications que vous pouvez trouver sur l'App Store, comme Calm ou Headspace, mais spécifiques à la santé des femmes. Donc très souvent, elles nous trouvent, donc elles viennent parce qu'elles ont un moment de détresse lié à un parcours PMA, à des fausses couches à répétition, à une opération voilà, qui a été difficile et qui du coup génère une anxiété. Mais on a aussi un exemple, en ce moment on discute avec un hôpital au Portugal donc, qui s'intéresse à comment mieux accompagner des populations vulnérables, de nouveaux arrivants sur la partie de la santé mentale. Et ça c'est un modèle qui pour moi est très intéressant, parce que chez Ninti c'est vrai qu'on a fait le parti pris de ne pas faire payer l'accès à notre application, mais le fait qu'un hôpital puisse avoir une approche de pilote pour vraiment se dire est-ce que déjà c'est vraiment utile, parce qu'on a sur la santé mentale on a 1000 applications, un peu plus de 1000 applications sur l'App Store, donc qui sont actives, donc qui ont beaucoup de personnes qui l'utilisent, et on en a à peu près 7 qui marchent très très bien, donc où il y a des mesures d'impact pour être sûr que une fois qu'on utilise l'application on se sent mieux après. Et ça, je trouve que ce qui est intéressant sur toutes ces applications, pour le coup, qui ne sont pas dispositifs médicaux ou thérapie digitale, c'est de vraiment faire des pilotes avec les hôpitaux, notamment quand ces derniers n'ont pas de services ou de ressources sur la partie psychologique. On a de nombreux gynécologues qui nous disent « nous ne sommes pas des psys, on est plutôt des techniciens ». Et c'est vrai qu'une fois qu'on vit un deuil périnatal, les femmes sortent de l'hôpital et n'ont plus aucun soutien émotionnel. Et là, on peut vraiment imaginer une collaboration. C'est vraiment comme ça que nous, on imagine Ninti, de faire des collaborations entre les hôpitaux, des publics vulnérables et cette application qui a pour objectif que la technologie disparaisse. C'est vraiment notre objectif, c'est que la technologie doit disparaître et que du coup, l'humain doit être au cœur. Mais ça prend du temps et très franchement, c'est très très difficile. Parce que voilà, on a chacun nos cultures. Nous, on vient plutôt du monde de la tech patient. Les hôpitaux ont leur propre formation et aussi leurs propres contraintes, qui sont vraiment énormes. D'ailleurs, un gros sujet de santé mentale chez beaucoup de soignantes aussi, qui nous disent en effet qu'elles n'ont pas non plus de soutien, mais en même temps, elles doivent être au service d'eux. Et je pense qu'il y a aussi un vrai sujet sur comment mieux accompagner le personnel soignant, majoritairement féminin dans beaucoup d'hôpitaux sur ces sujets de santé mentale, et que ça passera que par de la collaboration. Mais au début, c'est très difficile et il faut le faire sur le temps long, en tout cas se dire que ça va prendre beaucoup de temps si on veut le faire bien. Et ça, c'est pas toujours très compatible avec des enjeux économiques d'investissement. Donc voilà, après c'est dans la continuité de la même question, peut-être pour préciser mieux. C'est sur le plan humain, effectivement. La question, par exemple, pour les 4 ou 5 applications ou équivalents que vous avez présentés, que ce soit l'appel de 23 heures qui peut éviter 20% d'appels et tout, aux urgences, la question c'est, pour chacun d'entre vous, combien de personnes en aval il y a pour prendre en charge ça, ces appels? Parce qu'en fait, la machine, elle nous a dépassé, elle nous dépasse chaque jour. Elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante et tout, donc elle est beaucoup plus forte que nous. Mais à un certain moment, il y a l'humain. Mais combien de personnes vous avez pour qu'ils traitent toutes ces données, les appels, les alertes, par exemple? Combien de personnes dans votre équipe, que ce soit Curcall ou Ninti, combien il y a de personnes physiquement aujourd'hui qui derrière, en aval de ce filtre IA numérique, intelligent, très puissant, qui ne se fatigue pas, contrairement à nous, combien de personnes, au final, sont là pour traiter ces données? Parce qu'à un certain moment, il faut traiter ces données. Parce qu'il y a de l'information, il y a une dame endométriose qui a perdu son bébé, donc elle est en détresse. Combien de personnes, après, vous avez pour traiter ça? Et voilà, il y a ce côté-là. Après, est-ce que le numérique, comme l'informatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des bugs aussi, donc on ne peut pas se fier à 100%. Donc, qui surveille? Et enfin, dernière question, c'est toutes ces données énormes, immenses, est-ce que vous avez des problèmes concrets en termes de stockage des données? Où c'est stocké au final? La sécurité, la confidentialité, est-ce que c'est un problème encore ou pas?
Je peux se continuer. Alors, donc, nous, on est au tout début de Ninti et c'est un vrai sujet, le sujet de la donnée. Et je pense que pour toutes les startups qui se lancent sur des sujets de santé, il faut le prendre très au sérieux en fait dès le début, c'est-à-dire mettre en place des bonnes pratiques. Donc, la base, c'est avoir un hébergeur en données de santé, ce qui est pas aussi simple, parce que quand on parle avec certains hébergeurs qui se disent HDS, en fait, on se rend compte qu'in fine, ils disent on est HDS, ça dépend du niveau de. Donc du coup, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet que l'hôpital public doit s'emparer de ce sujet pour créer beaucoup plus de clarté en partenariat avec les hébergeurs en données de santé. Quand on n'est pas un dispositif médical comme nous, on est une application très basique en fait qu'on peut retrouver sur l'App Store. Par exemple, votre hébergeur, il est en France pour vous 5 ? Oui, nous on est en France, c'est un choix. Et en fait, c'est un choix pour plusieurs raisons. C'est qu'aux États-Unis, on a Roe v. Wade qui est passé, donc avec l'avortement. Les applications comme Flow, où on a plus de 200 millions d'utilisatrices qui traquent leur cycle, ont eu des gros soucis en fait. Et d'ailleurs, il y a une commission aux États-Unis en santé spécialisée sur la santé des femmes qui s'est saisie du sujet parce qu'on a eu des cas où, dans certaines juridictions où l'avortement a été interdit, on pu avoir accès à des... Parce que quand on traque, comment on dit, on traque en français, quand on suit nos cycles sur des applications, du coup, si on est enceinte et que... voilà, il y a des données qui, du coup, peuvent être accessibles et certaines applications ont eu des problèmes. Donc, il y a toute une réflexion en ce moment aux États-Unis sur ce sujet. Heureusement, en Europe... on a quand même des contraintes qui sont beaucoup plus... je pense que la régulation, elle est beaucoup plus forte et elle protège en fait le citoyen. Et heureusement, en fait, c'est aux startups, aux innovateurs de s'adapter en collaboration avec les régulateurs. Et sur la partie de la donnée, nous, on n'a pas énormément de données. On n'est pas une entreprise qui collecte... 1000 données par jour, ça peut arriver un jour en effet, mais il y a des bonnes pratiques qui se mettent en place. Par exemple, nous dès le départ, on s'est dit que sur l'interface back, par exemple, et ça c'est quelque chose qu'on a mis en place, il ne faudrait pas qu'on ait accès au nom, à certaines données en interne en tant que staff. Donc du coup c'est flouté. Donc si vous travaillez en interne et que vous avez accès au back, vous n'aurez pas le nom vous aurez peut-être que le prénom et pas forcément le nom. C'est pas des choses obligatoires, mais c'est des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place dès le départ et vraiment avoir cette culture de l'éthique et s'entourer aussi de personnes qui ont fait ce chemin et qui peuvent guider, conseiller et être sûr qu'on coche toutes les cases sur ces enjeux de santé. Maintenant, quand on est une application qui n'est pas dispositif médical, on a beaucoup moins de contraintes. Et c'est nous qui faisons le choix de nous mettre des contraintes. Donc du coup, en fonction d'une culture d'entreprise à l'autre, ça peut être juste quand même sans être DM, il y a le RGPD qui s'applique DM ou pas DM, et le RGPD met des contraintes assez fortes. Voilà, donc moi je dirais que c'est quand même très bien réglementé et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Que les données en Europe, je suis d'accord. Que les données de santé en France, c'est HDS et effectivement, il y a un peu de visibilité au niveau des fournisseurs, mais la certification HDS, elle est extrêmement propre. Et en tant que fabricant de DM encore plus, parce qu'il y a des notions d'audit, là où la CNIL, avec leur taille d'équipe, audite pas tout le monde et pas les petites startups, mais il y a le RGPD et le MDR, enfin les réglementations des dispositifs médicaux, imposent de toute façon un niveau de contrôle et de stockage des données extrêmement propre. Hein. Et ça vous coûte cher Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, on est d'accord. Oui, ça coûte cher. De plus en plus. Ça coûte cher, ça demande des ressources. Des frais d'avocat aussi. Vous devez faire appel à un conseil légal, vous devez mettre en place des choses. Donc c'est des coûts en fait. Vous investissez en tant que... C'est énergivore et ça prend beaucoup d'espace. Voilà. Pas forcément. Non, ça dépend à quel stade vous le faites. Si vous le faites trop tard, c'est très énergivore. Si vous le faites avant, c'est peu énergivore. C'est un peu comme le développement d'une maladie. C'est à quel moment vous intervenez pour soigner le sujet. Et en termes de personnel physique, en aval, suite au filtre, parce que, par exemple, en tant que médecin, effectivement, il y a ce qu'on a dit, comme il disait hier le monsieur de Maillot, les 1000 mails qu'il ne peut pas traiter. À un certain moment, vous avez des infos, 1000 mails, mais que vous ne pouvez pas... Et là, pareil, peut-être qu'on aura beaucoup de données. Non, mais là, c'est un vrai sujet sur la télésurveillance.
sur tout ce qui est suivi en temps réel. Ça pose des vraies questions dans le monitoring, etc., etc. Il faut penser sur les organisations. Vous avez raison, vous posez la question combien on a de personnes. Nous, on a beaucoup de personnes, des centaines de personnes qui font ça. On fournit ce type de prestations. Il y a de plus en plus des besoins de télésecrétariat, de télésuivi, de mettre des gens au bout des systèmes informatiques. Et donc de plus en plus, effectivement, il y a une réflexion qui est posée, des solutions qui sont mises en œuvre pour avoir non seulement les solutions technologiques, par exemple du débordement avec des hôpitaux, c'est-à-dire telle heure, oui, effectivement, il y a peut-être un peu moins de personnel. Est-ce qu'il y a des mécanismes d'astreinte à mettre en place? Sur de la téléconsultation en 24/7, comme on le propose, effectivement, il y a des astreintes, il y a toute une organisation médicale, il n'y a pas de secret. Rien de secret, tout se transforme. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va simplement chercher à modifier des organisations pour s'adapter à ces niveaux de contraintes. Donc ça veut dire effectivement, il ne faut pas juste imaginer qu'on va amener de la télésurveillance sans se poser de la question de qui on met au bout. Concrètement, c'est souvent des infirmières, des infirmiers qui vont faire ça. C'est ce qu'on observe dans la pratique. Mais encore une fois, on sait que c'est aussi... ça devient des ressources rares, donc il faut vraiment se poser la question de manière... un ratio juste, peut-être, parce que je suis tout à fait d'accord, c'est souvent c'est la télésurveillance et les infirmières, mais un ratio, si vous voulez, un infirmier et infirmière qui gère des patients en télésurveillance, en moyenne 400 personnes, 400-500 patients par infirmière. Si vous voulez un ratio de retour d'expérience de 3-4 ans de l'expérimentation de la télésurveillance en France, c'était à peu près ça. Je crois que vous bouillonnez par rapport à une question. Non, je bouillonne pas, mais c'est assez impressionnant de voir la différence qu'il y a entre les normes qui sont imposées à vos entreprises, vos dispositifs, etc., et ce qui se passe en vrai à l'hôpital, où en fait les patients ils utilisent leur mail personnel sur leurs boîtes mail qui sont pas sécurisées. Donc nous maintenant à la PHP on est obligé d'utiliser notre boîte mail professionnelle, mais qui correspond avec une boîte mail qui n'est pas sécurisée, qui est sur Google, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a une énorme discordance entre vous, les normes qu'on vous impose, et ce qui se passe en vrai, où on fait de l'artisanat local, où on envoie des ordonnances par mail, parce qu'en fait on n'a pas les outils dont on a besoin pour le faire d'une manière fluide, qui nous gagne du temps et qui, du fait qu'on soit pas sous l'eau par toute cette gestion à distance qu'on fait de nos patients qui est comptabilisée nulle part. Et du coup, je reviendrai sur ce que vous disiez sur l'IA. Vous avez hâte de voir ce qu'elle donne dans 18-20 ans. Moi, j'ai hâte de lui demander de faire ce dont on a besoin qu'elle fasse, en fait. Parce que à l'hôpital, on a énormément de besoins de soutien en termes de process, de génération de documents et de soutien parce qu'on est de plus en plus sollicité. Donc je dirais plutôt dans l'autre sens, à nous de dire j'ai besoin de telles solutions qui sans doute existent déjà et déjà en train d'être testées, mais qui nous est pas encore accessible. Donc du côté soignant, il y a une grande attente, un grand besoin, et donc on espère que l'IA et même surtout vos technologies et vos solutions vont nous aider rapidement. Eh ben merci à tous.